L'eau, l'élément le plus répandu sur Terre. L'eau nous accompagne à tout moment de notre vie. Mais connaît-on pour autant les propriétés et secrets de cet incroyable élément? D'où vient-elle? Comment l'eau est-elle arrivée à notre planète? C'est elle qui rend notre planète si unique. Mais c'est peut-être du côté de l'eau elle-même qu'il faut chercher les réponses à ces questions. Il y a autant d'eau sur Terre aujourd'hui qu'au début du monde, lorsque la planète s'est constituée et adopta la forme et la couleur qui nous sont si familières. Il reste aussi la question, en quoi consiste concrètement le pouvoir secret de l'eau? Nous avons travaillé de la manière habituelle, dans l'étude d'un environnement naturel. Nous nous sommes simplement concentrés plus particulièrement sur l'eau, mais en l'analysant sous de multiples angles. Dans les Saintes Écritures, l'eau est bien plus qu'une simple substance physique et chimique. Elle représente un certain concept, un concept lié à une façon particulière de concevoir les origines de la vie. Rien dans le monde n'est plus souple et plus faible que l'eau. Mais pour enlever le dur et le fort, rien ne la surpasse. Et personne ne peut la vaincre, alors qu'elle est facile à conquérir. La faiblesse a raison de la force. La souplesse a raison de la dureté. Tout le monde le sait, mais personne ne parvient à le mettre en pratique. Voilà ce qu'a écrit le philosophe chinois Lao Tzu il y a plus de 2500 ans. L'eau a déjà été étudiée en détail. Il est d'ailleurs notoire que l'eau a des caractéristiques physiques et chimiques extraordinaires par rapport aux autres substances liquides. Aucun scientifique n'est en mesure d'expliquer pourquoi le volume de l'eau augmente en dessous de 0 degré son point de glaciation et inversement diminue de volume jusqu'à 4 degrés Celsius. Toute substance refroidie se contracte. Autrement dit, son volume diminue. Mais l'eau, au contraire, se dilate. Depuis la nuit des temps, l'homme a appris à utiliser ces caractéristiques. Les peuples du Nord obtenaient des pierres pour la construction en versant de l'eau entre les failles des rochers, avant l'arrivée du gel. Au sud, les hommes enfonçaient des pieux de bois dans la roche et les imbibaient d'eau. En se gonflant, le bois faisait éclater la pierre. Bien plus tard, les scientifiques ont constaté que l'eau qui se trouve dans les pores et les capillaires est capable de développer un niveau de pression énorme. Dans une graine par exemple, au moment de la germination, la pression peut atteindre 400 bars. Voilà pourquoi une jeune pousse parvient parfaitement à percer le bitume. La molécule de l'eau est vraiment petite. Et pourtant, elle présente des caractéristiques extraordinaires. On ne trouve aucune autre molécule qui présente des anomalies similaires. Si une seule de ces anomalies avait manqué, la vie ne serait jamais apparue sur la planète. Chaque propriété de l'eau est unique et trouve difficilement une explication dans le cadre classique et traditionnaliste des lois physiques. Les sciences n'ont toujours pas trouvé réponse à certaines questions. Pourquoi l'eau est-elle la seule substance sur Terre qui peut se présenter en 3 états, liquide, gazeux et solide? Pourquoi la tension de la surface de l'eau est-elle la plus élevée parmi tous les liquides? Pourquoi l'eau est-elle le dissolvant le plus puissant au monde et comment? De quelle façon l'eau, défiant la gravité terrestre, est capable de remonter à l'intérieur des troncs des grands arbres, surmontant ainsi des pressions de dizaines de bars? La communauté scientifique a fait un pas géant en admettant qu'elle ne savait pratiquement rien sur l'eau. C'est un progrès important, dans la mesure où cette prise de conscience a fait place à l'envie d'en savoir plus. Asie du Sud-Est, 1956.
Dans un laboratoire militaire secret consacré au développement et à la fabrication d'armes de destruction massive, on travaillait depuis plusieurs années à la création d'une arme bactériologique de nouvelle génération. Lors d'une réunion ultra secrète, les discussions des scientifiques tournaient autour des futures caractéristiques de cette arme. Soudain, la réunion dut être interrompue. Tous les participants furent subitement conduits aux urgences, présentant les symptômes d'une forte intoxication alimentaire. Une enquête fut ouverte, mais aboutit à une impasse. Les scientifiques n'avaient rien consommé en dehors de l'eau qui se trouvait sur la table de réunion. L'eau fut alors analysée, mais aucun élément nocif n'y fut détecté. Sa composition chimique n'était que H2O. Dans le rapport, les médecins déclarèrent donc que la cause de l'intoxication était due à de l'eau ordinaire. 20 ans plus tard, une incroyable hypothèse fut énoncée. Une hypothèse capable d'expliquer les conduites imprévisibles de l'eau. L'eau aurait une mémoire. Les expériences réalisées aux 4 coins du globe ont confirmé que l'eau a la capacité de recevoir et d'enregistrer l'empreinte de toute influence extérieure, mémorisant tout ce qui se passe dans son environnement proche. Toute substance qui entre en contact avec l'eau y laisse donc une trace. Nos ancêtres ne l'avaient-ils pas deviné quand ils transformaient l'eau ordinaire en eau curative en utilisant des récipients en argent? À ce jour, l'eau structurée ou dynamique est le meilleur antibiotique qui soit, à tel point que l'armée américaine a utilisé cette eau en Irak et en Afghanistan. Il suffit d'une molécule sur 100 millions de molécules d'eau potable pour détruire tous les germes présents dans une plaie. Le président des États-Unis utilise de l'eau structurée pour se désinfecter les mains. Alors, je me suis interrogé, comment est-ce possible? En enregistrant les informations, l'eau acquiert de nouvelles caractéristiques. Pourtant, sa composition chimique reste intacte. Dans un premier temps, on s'est penché sur la composition chimique de l'eau. Mais à la surprise générale, cela n'a abouti à rien. Car la composition chimique importe bien moins que sa structure. Quand on parle de la structure de l'eau, on parle de l'organisation de ses molécules, de la façon dont les molécules de l'eau s'agroupent entre elles. Ces agrégats d'atomes sont appelés clusters, et les scientifiques ont supposé que les clusters agissent en quelque sorte comme les cellules de la mémoire, où l'on enregistre ce qui l'entoure, telle une bande magnétique. Les gens ne se doutent pas que l'eau change lorsqu'on allume la lumière, ou que, sous l'influence d'un champ électrique, l'eau peut changer. Nos recherches actuelles vont dans cette direction. De toute évidence, l'eau reste de l'eau. Mais sa structure, tout comme un système nerveux, réagit à chaque irritation. Les instruments modernes ont permis de mesurer que chaque cellule de mémoire de l'eau, de la taille d'un micron, contient 440 000 tables d'informations. Et chacune de ces tables peut enregistrer son propre type d'interaction avec l'environnement. Si on considère un cluster comme un agrégat de molécules spécifiques, alors sa durée de vie est courte. Mais si on le considère comme une structure, que les molécules peuvent quitter et réintégrer à loisir, sa durée de vie s'en voit largement accrue. Et c'est justement cette stabilité de la structure du cluster qui a confirmé l'hypothèse de la capacité de l'eau à enregistrer et à stocker des informations. Peut-être que l'eau est une sorte de disque dur rempli d'informations, unique en son genre. Nous devons connaître son organisation. C'est comme un alphabet. Si je vous présente un nouvel alphabet, vous ne pourriez pas comprendre de mots ni de phrases structurées, parce que vous ne reconnaîtriez même pas ces lettres. Donc la structure moléculaire est l'alphabet de l'eau. Grâce à elle, vous pouvez composer des programmes dans l'eau et vous pouvez les modifier. Hiver 1880. Le bateau Lara, parti de Liverpool, fait route vers San Francisco.
Au 3e jour de trajet, un incendie se déclare à bord. Les canots de sauvetage quittent le bateau. Parmi les rescapés se trouve le capitaine Neil Carey. Mais très vite, les réserves d'eau s'épuisent et les survivants commencent à souffrir de la soif. Après 3 terribles semaines de tourmente en pleine mer, ces hommes atteignent enfin la côte. Le capitaine Carey, considéré comme un homme intègre et sérieux, raconte ce qui les a sauvés. Nous avons rêvé d'eau douce et nous avons commencé à imaginer l'eau bleu marine se transformer en eau bien verte et potable. J'ai rassemblé mon courage et j'ai puisé de l'eau. Quand je l'ai goûtée, elle était douce. Prenons un exemple célèbre de la Bible. Quand Jésus a transformé l'eau en vin, il ne l'a pas changé. Il n'y a rien ajouté non plus, mais lui a conféré une caractéristique absolument particulière. Nous avons réalisé de nombreuses expériences en exposant des échantillons d'eau à diverses influences, diverses forces, telles que des champs magnétiques ou électrostatiques, diverses substances, ou encore à des émotions humaines. Il est alors apparu clairement que ce sont les émotions humaines, positives ou négatives, qui représentent la plus importante de toutes les influences. Dans le laboratoire du professeur Karatov, des expériences ont été menées sur l'influence des émotions humaines sur l'eau. Un groupe de personnes devait projeter vers un récipient d'eau des émotions positives en se concentrant sur l'amour, la tendresse ou l'affection. Ensuite, on a remplacé les récipients et on leur a demandé de se concentrer sur des émotions négatives, telles que la peur, la rancune ou la haine. Après cela, on a analysé l'eau contenue dans les 2 échantillons. Et en effet, l'eau s'est modifiée selon le type d'émotion. On a remarqué que les émotions positives, comme l'amour, augmentent les niveaux énergétiques de l'eau et la stabilisent, alors que les émotions négatives, comme la haine, les font baisser, provoquant des changements radicaux dans l'eau. J'espère pouvoir montrer à tout le monde que l'eau a une mémoire. Dans le laboratoire du Dr Emoto, on analyse des échantillons d'eau soumis à diverses influences extérieures. Ces échantillons d'eau sont ensuite fixés et enregistrés par une congélation instantanée de l'eau pour pouvoir l'observer au microscope. Voilà à quoi ressemble une eau chauffée au micro-ondes. Ici, les effets du téléphone portable. Ici, une eau à laquelle on a dit merci. Pardon. Tu me dégoûtes. Aujourd'hui, les technologies modernes permettent de structurer l'eau artificiellement. Les germes de soja, dont les graines ont été traitées avec cette eau structurée, révèlent une émission photonique 6 fois plus élevée que des germes traités et arrosés avec de l'eau ordinaire. L'utilisation d'une eau structurée réduit les délais de maturation des légumes et multiplie leur valeur nutritive. Si on compare les germes traités à l'eau structurée, ils étaient longs, réguliers et forts. En revanche, ceux qui n'étaient pas traités étaient courts, fins et fragiles. On constate que les plantes issues des graines qui ont été traitées sont mûres, tandis que les légumes dont les graines n'ont pas été traitées sont encore verts. Le lien entre cette eau et la croissance des légumes et des fruits est donc établi. Pour l'irrigation des plantes, le recours à l'eau structurée permet d'économiser 20% d'eau, alors qu'aucun engrais n'a été rajouté ni dans le sol ni dans l'eau. Seule sa structure est modifiée. Entre-temps, les scientifiques peuvent expliquer comment cela se passe. Par contre, ils n'ont pas encore de réponse à la question « Pourquoi cela arrive-t-il » L'homme, selon son âge, est composé de 70 à 90% d'eau. Pour maintenir ses fonctions vitales, l'homme adulte boit quotidiennement plus ou moins 2,5 litres d'eau par jour. Dans son bain ou en prenant sa douche, il absorbe encore 1,5 litre d'eau. Mais avant d'arriver dans nos logements, l'eau parcourt un trajet aussi long que difficile.
Avant, le bon sens voulait que les gens s'installent là où se trouve une source naturelle d'eau. Aujourd'hui, cela n'a plus aucune importance, car l'utilisation de la haute pression permet de transporter l'eau sur des milliers de kilomètres. Dans la nature, l'eau suit harmonieusement des courbes, en serpentant sensuellement. Alors que dans un réseau hydraulique, l'eau tourne des centaines de fois à angle droit. À chaque détour et changement abrupt de direction, la structure naturelle de l'eau se détériore peu à peu. Quand l'eau du robinet arrive chez nous, après avoir traversé tout un réseau hydraulique, elle présente plusieurs cristaux de formes diverses. Mais leurs structures sont toujours déformées. Voilà à quoi cela ressemble. Les cristaux s'assemblent d'une façon chaotique, sans esthétique ni aucune symétrie. L'eau qui stagne dans un système de chauffage central est inanimée et croupie, sans un processus vitalisant. Elle aspire ou absorbe l'énergie des gens, des plantes et des animaux qui y habitent. Elle leur vole cette énergie. On sait que dans la plupart des grandes villes, l'eau courante est stockée dans des circuits fermés. Après des processus agressifs d'épuration chimique et de filtrage puissant, elle revient dans nos maisons en gardant en mémoire les produits chimiques qu'elle a croisés et la violence qu'elle a subie. Mais la pollution la plus terrible est celle des informations que l'eau absorbe en passant par des tuyaux longs de plusieurs kilomètres et des milliers de maisons et d'appartements. Nous polluons spirituellement l'eau, et nous le faisons de plus en plus. Pourquoi? L'eau s'approprie toute la jalousie, les soucis et le stress qu'elle croise. Nous déversons tout sur l'eau. Elle est presque morte quand elle arrive enfin à nos bouches. Notre planète est un énorme réservoir d'eau, à partir duquel s'épanouissent toutes les formes imaginables de la vie. Et chaque organisme vivant est en son noyau également un plus petit réservoir d'eau. Les technologies modernes nous permettent d'explorer le cosmos en profondeur. Et, sur ces lointaines planètes, la première quête de l'homme est toujours celle de l'eau. Il ne peut pas y avoir de vie sur Terre sans eau. Et la grande question est s'il existe une vie comparable sur d'autres planètes, ce qui serait impensable sans la présence d'eau. Maintenant, nous savons que les premiers organismes vivants sont apparus dans l'eau. Bien plus tard, ces organismes se sont adaptés à l'environnement terrestre. Je ne pense pas un instant que ce soit le fruit du hasard. Ce n'est pas par hasard que l'eau est mentionnée dès les premières lignes de la Bible. Quand il s'agit de décrire la création du monde, de la vie et de l'homme, l'eau y est irrémédiablement associée avant toute autre chose. Comme toutes les sculptures qui étaient déjà présentes dans la boule d'argile, l'eau contenait les principes ou concepts de tous les futurs organismes vivants qui allaient apparaître. Mais le démarrage de n'importe quel processus nécessite d'abord une impulsion, un déclencheur. Les sages de la haute antiquité croyaient que cette impulsion consistait en une étincelle divine, qui aurait inscrit dans l'eau la séquence du développement futur. Toute l'histoire de l'évolution en fournit des preuves. Toute forme de vie, de la simple bactérie au mammifère, aspire à sa propre perfection. La science ne découvrira sans doute jamais le processus précis par lequel Adam a été créé. Mais le Coran évoque que l'eau y a joué un rôle central.
Les savants devraient observer de plus près la façon dont l'eau interagit et se combine avec d'autres molécules. Au niveau moléculaire, l'eau détermine la structure de l'ADN et des protéines. Nos corps ne fonctionneraient pas s'il n'y avait pas d'eau. C'est exclusivement dans l'eau que chaque graine et chaque embryon commence sa vie. Le liquide amniotique est essentiel dans le développement et la conservation de l'embryon. Cette eau l'enveloppe et contient, comme un programme d'ordinateur, toutes les informations biologiques. Et c'est uniquement dans l'eau elle-même que l'on peut modifier un tel programme. Dans le livre de Coëlet ou l'Ecclésiaste, il est écrit: y a-t-il une chose dont on dit « Voici le nouveau » Alors c'était déjà, il y a longtemps, dans les jours qui ont été avant nous. Et Jacob prit des branches vertes de peuplier, d'amandier et de platane. Il y pela des bandes blanches, mettant à nu le blanc qui était sur les branches. Puis il plaça ces branches qu'il avait pelées dans les abreuvoirs où le bétail venait boire. Les brebis entraient en chaleur près des branches, et il faisait des petits rayés, tachetés et marquetés. Et son troupeau s'agrandit. Nous avons influé sur l'eau avec des impulsions de champs magnétiques extrêmement faibles. Ces champs sont des dizaines de milliers de fois plus faibles que le champ magnétique naturel de la Terre. Cela veut dire qu'ils sont presque négligeables du point de vue de la science moderne. On a introduit des poissons dans une eau traitée de cette manière. Et très rapidement, ils ont donné naissance à une éclosion d'alevins inhabituellement petits. Se ressemblant entre eux, ils se différenciaient pourtant énormément sur le détail. Des stries grises et des taches de couleur, qui n'avaient jamais été observées auparavant, apparurent soudainement sur les abdomens de tous ces poissons mâles, et qui n'existaient pas chez leurs géniteurs. C'est ce que l'on appelle des changements phénotypiques. Et il est d'une importance fondamentale que ces changements n'apparaissent pas seulement chez certains des poissons traités, mais chez tous et pour toute la génération en même temps. Cela s'est manifesté concrètement au cours des expériences. Mais l'expérience révèle aussi qu'il n'y a pas que l'apparence extérieure des poissons qui a changé, mais également leur comportement. Ils ont commencé à réagir à des stimuli externes de la même façon, comme si tout le banc avait développé une conscience collective. Un nouveau domaine de problème surgit alors, qui n'avait jamais été étudié d'aucune manière. Il a donc été décidé qu'il suffirait d'établir qu'en utilisant uniquement de l'eau, on peut modifier le comportement et l'aspect d'animaux. Si l'eau peut vraiment causer une telle influence, ce serait une découverte significative. Mais nous préférons faire plus de recherches sur ces observations avant de les rendre publiques, avant de tout avoir étudié dans les moindres détails. En 1932, une nouvelle sensationnelle fit le tour de la planète. Les physiciens américains Harold Clayton Urey et Albert Osborne avaient découvert qu'en plus de l'eau ordinaire, il existait de l'eau lourde dans la nature, l'oxyde de deutérium. C'est justement la scission de deutérium qui a été à la base de la création de la bombe la plus destructrice, la bombe à hydrogène. Aujourd'hui, tout le monde connaît les terribles conséquences des rayonnements radioactifs. Mais il se trouve qu'il existe des effets encore plus terrifiants. La radioactivité a un effet de modification sur la structure de l'eau. Et il importe peu que les essais nucléaires aient été effectués dans l'atmosphère, sur Terre ou sous terre. La mémoire de l'eau se modifie. Et si l'homme consomme cette eau, ou les animaux la boivent, des changements terribles se mettent en place. Lors de l'explosion, des ondes de pression se forment, qui provoquent encore pendant plus de 30 jours des vagues, qui à leur tour causent une structure pathologique de l'eau.
il a été observé qu'après ces essais, le nombre de suicides augmente brusquement. Les médecins n'avaient aucune explication à fournir sur cette question, mais pour nous, c'était évident. Nous avons démontré que le cerveau était composé à 85% d'eau, et c'est là que les changements de la structure de l'eau causent ou provoquent l'apparition de conflits qui, à leur tour, perturbent le bioplasme du cerveau. La conséquence en est une telle dépression que la personne perd jusqu'à sa motivation la plus importante, l'envie de vivre. Dans les légendes anciennes, le héros était toujours envoyé chercher de l'eau morte dans un endroit duquel on ne revient pas. La seule mer sur Terre qui n'abrite pas de vie est apparue là, où se trouvaient les villes détruites de Sodome et Gomorrhe. La mer morte. En fait, l'eau morte n'existe pas. L'eau donne la vie. Elle est toujours le précurseur de vie. S'il la manipule quand il est animé de pensées positives, s'il la bénit et s'il est reconnaissant d'en boire, la qualité de cette eau s'améliore. Et en retour, l'eau influence positivement l'homme et son organisme. Selon les chroniques de 1472, l'abbé Karl Castinsis fut arrêté suite à une dénonciation calomnieuse et interrogé. On l'accusait d'être à l'origine de la maladie d'une femme de rang. Emprisonné dans un cachot, l'abbé ne reçut quotidiennement qu'une croûte de pain rassis et une louche d'eau puante et croupie. Au bout de 40 jours, le geôlier s'aperçut que l'abbé Karl non seulement n'avait pas perdu l'esprit, mais qu'il avait acquis santé et force. Cela a définitivement convaincu les inquisiteurs du lien que l'abbé entretenait avec le malin. Plus tard, sous d'atroces tortures, Karl Castinsis finit par avouer qu'il avait béni l'eau et remercié Dieu de le mettre à l'épreuve. Suite à quoi, l'eau était devenue douce, fraîche et transparente. Nous avons ici 2 réservoirs remplis d'une émulsion d'eau et de pétrole. Il s'agit d'un sous-produit du raffinage, une combinaison stable d'eau et de pétrole qui reste en l'état pendant des années. L'échantillon est exposé au rayonnement électromagnétique en continu sur une durée de 7 jours pour forcer les molécules d'eau à réduire leur contact avec les molécules de pétrole. Après 4 jours, la différence entre les bocaux est évidente. L'eau qu'on a traitée s'est séparée du pétrole. À l'endroit où l'eau et le pétrole se sont séparés, on observe des formations en cratères qui indiquent que le processus de séparation continue. Les champs que nous appliquons à l'eau sont comparables aux champs électromagnétiques du cœur humain. Nous en sommes au 7e jour, dernier jour. L'eau s'est à présent totalement séparée du pétrole. Selon les estimations des experts, l'industrie pétrolifère aurait accumulé à ce jour près d'1 milliard de tonnes de cette émulsion de pétrole. Comme elle est inexploitable industriellement, on s'en débarrasse en la déversant directement sur le sol dans les principaux sites d'extraction, créant ainsi ces abominables lacs de boue. Dans la langue de la tribu indienne Pémon du Venezuela, le terme Roraima désigne la mer de toute eau. C'est ici qu'en 2005, un groupe de biophysiciens russes est parti chercher un échantillon de cette eau unique, dont les scientifiques prétendent qu'elle n'a jamais eu de contact avec l'être humain. Cette eau n'existe qu'en un seul endroit au monde,
au Venezuela. Selon une théorie, le Gondwana, un supercontinent de l'hémisphère austral, se serait formé à la fin du Néoprotérozoïque et aurait commencé à se fracturer au Jurassique. Il y a 3,5 millions d'années, ce supercontinent se serait divisé en plusieurs parties sous l'effet de forts mouvements tectoniques des plaques. En conséquence, certains segments du continent ont été engloutis, alors que d'autres, reposant sur des substrats de granit, gardaient leur niveau initial. Ainsi se sont formés ces plateaux montagneux rehaussés que les Indiens nomment tepuis, ce qui veut dire pilier. Le mont Roraima est la plus importante de ces formations. C'est un haut plateau vraiment isolé, très difficile d'accès. Il faut affronter 3 jours de marche à travers la savane et ensuite la jungle. Puis l'ascension d'une falaise de 800 mètres de haut. Il faut une bonne dose d'enthousiasme. L'eau rarissime qui s'y trouve est vierge de tout contact avec l'humanité. Il y a toujours un grand nuage suspendu au-dessus du mont Roraima. La soirée s'approche et une légère brume apparaît. Lorsque la lune apparaît derrière le mont, le brouillard s'illumine peu à peu. Dans ce halo uniforme et bleuté, on peut observer à l'œil nu de minuscules gouttelettes d'eau en suspension dans l'air. Le moindre mouvement d'air, ou souffle du vent, suffit pour que cette vapeur d'eau se précipite sous forme de gouttes. Voilà l'origine de la pluie qui alimente les innombrables cascades. Nous sommes le 30 janvier 2005. Échantillon d'eau numéro 16. Nous allons emballer le prélèvement avec l'air ambiant, de sorte que cette eau conserve son énergie pendant plusieurs jours. Nous allons effectuer méticuleusement toutes les analyses au laboratoire, de retour à Saint-Pétersbourg. Et ensuite seulement, je l'espère, nous serons en mesure d'en tirer des conclusions. L'équipe de recherche du professeur Korotkov a mis au point un appareil permettant de mesurer l'énergie contenue dans l'eau. Il a été conçu sur la base de l'effet Kirlian. Toute substance placée dans un fort champ électromagnétique émet un halo lumineux. Plus l'énergie d'un objet est forte, plus sa luminescence est vive. L'eau du Venezuela va être comparée avec de l'eau potable du robinet. On peut dire que cette eau du Venezuela n'est pas 2 ou 3 fois, mais 40 000 fois plus active. Bref, nous sommes en présence de 2 liquides fondamentalement différents. Cette eau a une forte influence sur tout l'organisme, sur tout le système nerveux. Ce qui expliquerait pourquoi là-bas, où nous étions, les populations indiennes, malgré leur dénuement, vivent très vieux, sont si épanouis, et qu'ils refusent en bloc l'arrivée de la civilisation. Fin de l'automne 1632. Un pauvre paysan orphelin du village de Ningen, près de Stuttgart, en avait assez de la vie. N'ayant aucun souvenir de ses parents et ne sachant rien de ses origines, il se mit en route vers l'Italie du Sud en quête d'une vie meilleure. Chemin faisant, il traverse Waldshut sur le Rhin, près de Constance. Soudain, le paysan a un pressentiment. Cet endroit lui était familier. Se fiant à son instinct, il fut irrésistiblement conduit vers un bosquet. En y entrant, il aperçut une source. Le jeune homme s'en approcha pour s'y désaltérer.
Bien des années plus tard, il raconta à ses petits-enfants l'histoire de l'eau qui lui avait rendu la mémoire. Il s'était souvenu de cet endroit, de son père et de sa mère, et de la maison où il était né. D'après les observations de la science moderne, la structure de l'eau contenue dans chaque être humain est identique à la structure de l'eau de l'endroit où il est né. Voilà pourquoi nous gardons tout au long de notre vie un lien intrinsèque avec l'endroit où nous sommes nés. Les concepts de patrie ou d'origine iraient donc bien au-delà des valeurs poétiques ou anthropologiques, puisqu'ils contiennent également en eux une réalité physiologique. Il n'y a pas deux eaux identiques dans le monde. En frayant sa voie vers la surface terrestre, à travers minéraux et roches, l'eau absorbe les vibrations du sol, ainsi que l'information des particularités biologiques et énergétiques spécifiques à cet endroit. Nous avons analysé l'eau en bouteille que l'on peut acheter dans le commerce. Les fabricants nous assurent que cette eau est la meilleure du monde. Et les étiquettes en attestent. Mais cette eau est vide et morte. Il est vrai qu'elle a bon goût, qu'elle est propre et qu'elle a été enrichie en minéraux. Mais elle est morte, car elle n'a aucune énergie, aucune vie. L'homme aurait bien du mal à distinguer l'eau de source naturelle de l'eau artificiellement filtrée. Mais n'importe quel animal, lui, choisira irrémédiablement l'eau de source, car elle est chargée d'énergie naturelle. Récemment, encore une autre caractéristique unique de l'eau de source a été découverte. Il se trouve que cette eau brûle. Dans la combustion de l'eau, c'est l'eau elle-même qui brûle. Elle brûle grâce à la structuration particulière, typique de l'eau de source naturelle. En termes rigoureusement scientifiques, la combustion est un processus d'oxydation accompagné d'un dégagement de chaleur et de lumière. Dans le cas de l'eau, la combustion s'effectue à température ambiante et la lumière dégagée peut être mesurée avec des appareils ultrasensibles. Ce que l'on observe, c'est une activation continue de l'oxygène et une combustion de la matière organique. L'appareil détecte tout de suite une faible émission lumineuse. Heureusement, la combustion de l'eau est un processus très lent, car si cela n'était pas le cas, il ne resterait plus une goutte d'eau sur Terre. 3 juin 1940. Une note est déposée à l'ambassade soviétique en Allemagne. Son auteur, Willy Lehmann, plus connu sous le pseudonyme de Breitenbach, demande à être contacté au plus vite. Dans le cas contraire, insiste-t-il, mon travail chez Heydrich serait perdu. C'est dans la plus grande hâte qu'il informe l'ambassade de sites d'expérimentation secrète où il travaille à l'élaboration d'un pétrole de synthèse réalisé à partir du mélange de charbon brun et d'eau. Auparavant, en 1913, l'empereur Guillaume avait chargé l'un des meilleurs chimistes de l'époque, Franz Fischer, de pourvoir l'Allemagne d'un combustible de substitution. L'absence de pétrole pouvait nuire à l'Allemagne et à ses projets de guerre. En 1941, les scientifiques allemands ont réussi à créer un carburant à partir de l'hydrogénation du charbon. Mais ce carburant était 10 à 12 fois plus cher que le pétrole ordinaire, et sa mauvaise qualité endommageait fortement les véhicules militaires l'utilisant. Après la guerre, les projets d'élaboration de carburant à base d'eau furent abandonnés. Durant les 15 dernières années, le chercheur Zhang Gouhua a travaillé à l'élaboration de ce genre de combustible de synthèse. Nous allons vous montrer le processus de fabrication du carburant pour moteur au diesel émulsifié qui a deux avantages. Le premier est l'augmentation d'énergie produite et le second, une réduction des émissions de gaz. Voilà le carburant que contenait cette voiture et ici, de l'eau structurée. En proportion, le dosage est le suivant. 79% de diesel, 20% d'eau, et on ajoutera plus tard 1% d'agent émulsifiant. Vous voyez, ce n'est que de l'eau. Chan veut nous démontrer que ce qu'il a rajouté dans le carburant n'est que de l'eau. Nous allons maintenant ajouter au mélange 1% d'émulsifiant.
La solution émulsifiée prend immédiatement une apparence laiteuse. On met ce carburant dans le réservoir de la voiture et on la met en marche. D'après les observations sur une période longue, le rendement du moteur augmente de 5% et sa consommation d'essence baisse de 20%. Notre gouvernement y attache évidemment beaucoup d'importance. Je ne suis pas sûr que la plupart des chimistes se rappellent du phénomène suivant. Si vous prenez de l'essence et l'analysez complètement, elle contiendra toujours une partie d'eau. Et si vous appliquez un traitement pour retirer toute cette eau de l'essence, elle ne brûlera plus. Cela était connu dès le 19e siècle, qu'un objet quel qu'il soit pour brûler doit contenir une certaine quantité d'eau. Il se raconte cette légende parmi les soufis persans. Jadis, un sage prédit que toute l'eau de la planète viendrait bientôt à disparaître, sauf celle qui aura été spécialement récupérée. Une autre sorte d'eau ferait ensuite son apparition, mais celui qui la boirait s'exposerait à perdre la raison. Un seul homme prit au sérieux cette prophétie et commença à faire des réserves d'eau. Le jour de la prophétie arriva et toutes les sources d'eau s'épuisèrent. Mais celui qui avait écouté le sage put boire l'eau de ses réserves. Puis les bassins et les puits se remplirent à nouveau d'eau. Les gens assoiffés burent de cette eau avec avidité et tous devinrent fous. Celui qui avait écouté le sage continuait à boire l'eau de ses réserves et il garda ses esprits. Mais étant la seule personne sensée au beau milieu des aliénés, c'est lui qu'on qualifia finalement de fou. Alors il déversa à même le sol toutes ses réserves, il but l'eau nouvelle et en perdit la tête. L'ensemble de ses concitoyens déclarèrent d'une même voix qu'il avait finalement retrouvé la raison. Notre cerveau est principalement composé d'eau. Le mouvement des molécules d'eau laisse une empreinte dans le cerveau. Et l'eau, à un certain degré, participe à la structuration des informations du cerveau. Si on examine les organes, le cœur, les poumons, les muscles, ou même le cerveau, ce que l'on voit grâce à un IRM, grâce à l'imagerie par résonance magnétique, c'est la présence d'eau dans les organes. Ce que l'on observe est de l'eau. Avant toute chose, notre corps, surtout la tête, est constitué d'eau, presque exclusivement d'eau. Imaginons une simple expérience. Prenons un homme et de l'eau. De l'eau contenant différentes informations. Si on injecte cette eau à cet homme, son corps va s'approprier ces informations. Et cela peut changer l'état, le caractère de cet homme. Comment l'eau structurée va-t-elle influencer le sang humain? Un médecin prélève un peu de sang à cette patiente. Grâce à une simple goutte d'hémoglobine et un microscope, il peut savoir dans quel état se trouve son organisme. Ce sont des globules rouges. Ils se sont agglomérés car ils ont perdu leur charge électrique. Ils se sont empilés comme une pile de monnaie, en cycle décadent. On observe ici un amas de symplastes. Les symplastes sont une des 3 voies de transport radial de l'eau dans les tissus. Concentrés, ils sont liés aux arrêts cardiaques, à l'arthrite, aux maladies des poumons et à d'autres pathologies qui pourraient sévir à l'avenir. Le médecin propose à la patiente de boire un peu d'eau structurée. Après 12 minutes, le médecin analyse de nouveau son sang. Comme vous le voyez, les cellules sont mobiles et devenues lisses.
Elles ont récupéré leur charge électrique et peuvent ainsi assurer le transport sans perturbation de l'oxygène dans le sang. Du coup, le pH du sang s'est également normalisé. Je suis simplement étonnée de voir ce qu'une simple prise d'eau peut faire. Depuis des siècles, la médecine orientale traditionnelle utilise les vibrations et la résonance de l'eau à l'intérieur du corps humain. La prise du pouls indique si la tonalité de la résonance est bonne. Et peu importe que le pouls soit fort ou faible. Ainsi, un médecin expérimenté fait une lecture énergétique de l'organisme avant d'établir un diagnostic et de prescrire un traitement. Nous ne soignons pas avec l'eau, car l'homme est principalement constitué d'eau. Le patient doit simplement réciter les mantras afin de réajuster la mauvaise eau en lui, la structurer. Si l'on ignore encore tout de ces mécanismes, il convient de constater que toutes les religions, qu'elles soient chrétiennes, musulmanes ou juives, invitent à prononcer des prières avant de manger ou à bénir la nourriture lors des fêtes religieuses. Avons-nous jamais songé aux origines de ces pratiques communes à l'immense majorité des religions? Pourquoi la science a-t-elle attendu si longtemps avant d'essayer de comprendre ce qui était une évidence chez nos ancêtres? Dans toutes les confessions et dans toutes les langues, la fréquence des vibrations d'une prière se situe autour de 8 Hz, ce qui correspond à la fréquence des vibrations du champ électromagnétique de la Terre. Voilà pourquoi la prière pourrait donner à l'eau contenue dans tous les aliments une structure harmonieuse. Nous avons aujourd'hui une petite idée de la façon dont cela se passe, grâce à une structuration spécifique des clusters d'eau, des molécules d'eau. D'où le conseil pratique de toujours se mettre à table de bonne humeur. Et surtout, de ne jamais partager un repas avec des personnes mal intentionnées ou agressives, car cela pourrait entraîner un impact négatif sur notre santé. En 1995, le docteur Emoto Masaru a pour la première fois réussi à démontrer des empreintes musicales sur l'eau. Dans son laboratoire, il lui a littéralement fait écouter de la musique, puis soumis cette eau à une congélation subite. Au microscope, il a alors clairement pu observer des cristaux formés par l'eau. La musique de Bach ressemble à ceci. C'est l'arie en sol de Bach. Ici Mozart et sa 40e symphonie. Beethoven, symphonie numéro 7. Et du métal. Parfois, ce sont des éruptions émotionnelles qui entraînent ces conséquences absolument négatives. Je ne crois pas que des émotions aussi négatives soient engendrées lors d'un concert de musique classique. Bien au contraire. Les émotions négatives laissent clairement des traces dans l'eau. Une telle eau peut déclencher une brusque agressivité chez les personnes les plus calmes. Ça peut paraître bizarre, mais les énergies négatives ont plus d'influence que les positives. Ceci est apparemment lié à la sensibilité humaine qui a tendance à les exprimer avec plus d'intensité. Le docteur Emoto a effectué une autre expérience surprenante. Il a mis du riz dans 3 bocaux en y ajoutant de l'eau. Puis tous les jours, et ce pendant 1 mois, il a dit « merci beaucoup » au premier bocal, « tu es un idiot » au deuxième. Quant au troisième, il l'a ignoré complètement.
Au bout d'un mois, le riz qu'on avait aimablement remercié a commencé à fermenter en exaltant une odeur forte mais agréable. Le riz du deuxième bocal a noirci. Le riz qui était ignoré, lui, a pourri. Le docteur Emoto estime qu'on peut en tirer un enseignement important, surtout à l'égard de notre comportement vis-à-vis des enfants. Il faut prendre soin des enfants, leur accorder notre attention, discuter avec eux. Le plus grand mal étant sans doute l'indifférence. Des observations concrètes montrent que la haine ou la colère n'ont pas seulement un impact néfaste sur l'entourage, mais aussi sur nous-mêmes. Dans un sens intellectuel, celui qui a une pensée négative, celui qui envoie une pensée négative, contamine d'abord sa propre corporelle, qui constitue 75 à 90% de son propre corps, et lui attribue en plus une charge négative. De nombreux laboratoires du monde entier ont, à de multiples occasions, réalisé des expériences similaires et constaté les mêmes résultats. L'eau d'un récipient est partagée en deux. La première partie a été exposée à une influence extérieure qui a modifié la structure et les caractéristiques de l'eau qu'il contient. Après un certain temps, l'eau à l'intérieur du deuxième récipient acquiert les mêmes caractéristiques que l'eau qui a subi une action. Et cela se produit alors que les deux récipients se trouvent à bonne distance l'un de l'autre. L'eau a une mémoire photographique exceptionnelle et on peut littéralement impressionner ou imprégner l'eau grâce à des énergies très subtiles, même à une distance de 10 000 km. Est-ce à dire que des communications à distance sont possibles entre les êtres humains qui sont pour l'essentiel des structures composées d'eau? En février 2005, le professeur Svonikov et un groupe de chercheurs a justement effectué une expérience pour tenter de confirmer ou d'infirmer l'hypothèse de l'existence d'un lien à distance entre les hommes. Ces deux personnes se trouvent à 15 000 km l'une de l'autre. L'une est à Moscou et l'autre en Amérique du Sud, plus précisément au Salvador, dans la ville de Santa Elena. Observons maintenant l'activité cérébrale de nos deux participants. 15 minutes avant le début de l'expérience, aucune corrélation ne se manifeste. Le moindre changement de position, la moindre accélération du pouls ou la moindre altération des fréquences respiratoires et cardiaques sont enregistrées. Soudain, les appareils détectent certaines similitudes. Ces deux personnes séparées l'une de l'autre par une énorme distance commencent à adopter des biorhythmes similaires, une vraie résonance. Les appareils sont les témoins de cette synchronisation de certaines zones du cerveau et de la respiration et du pouls. Pour le moment, nous n'avons pas d'explication à fournir. Nous ne pouvons répondre à toutes ces questions. C'est un mystère scientifique. Néanmoins, il y a cette hypothèse que les liquides du corps joueraient un rôle. Probablement. Et nous avons assez de preuves pour confirmer que les liquides du corps remplissent aussi une fonction dans la transmission d'informations dans le corps. C'est pour cela que nos petits gestes quotidiens ont une importance capitale. Nos actions déclenchent des conséquences dans la nature et tout l'univers. Les actions d'une personne ont une influence non seulement sur elle-même, mais également sur les autres et sur tout l'univers. Nous avons étudié l'eau au moment d'une éclipse solaire et lors du passage de la comète Schumacher-Levy en 1993. Et il s'est avéré que les cultures de tissus dans de l'eau commençaient à dépérir une semaine à l'avance lorsqu'une éclipse solaire est attendue. Donc, bien avant que l'éclipse puisse avoir un effet détectable. Le système de l'univers est une entité unie, un organisme parfait. Tous ses composants, y compris nous et notre Terre,
sommes inséparablement liés par des flux colossaux d'informations. Sur notre planète, l'eau joue le rôle clé dans le système d'échange de ces informations. Elle est en effet le relais par lequel ces échanges s'effectuent. Selon de vieilles légendes chinoises, l'ermite taoïste Changchun est connu pour avoir souvent rencontré Gengis Khan pour de longues conversations. Un jour, alors que le pays était terrassé par une épidémie inconnue, le souverain de Beijing demanda à l'ermite de protéger le peuple. L'ermite se mit à prier et l'épidémie s'estompa. En réponse aux nombreux remerciements, l'ermite répondit simplement « La prière, en elle, est vide. C'est la foi, le fait de croire qui la remplit. » C'est exact. C'est cela qui est déterminant. Justement, nombreux sont ceux qui croient que la pensée, ou disons une intention, peut être transmise à l'autre. Et c'est tout à fait possible. Par la prière, par exemple. Vous pouvez transmettre une intention à l'eau. Pensez à Lourdes et sa source qui guérit. On trouve cette phrase formidable dans les Saintes Écritures. Rien ne sera impossible à celui qui croit. Si nous avons la foi d'un grain de moutarde, nous devrions nous sentir capables de demander à une montagne de se déplacer et elle le fera. Bien sûr, le déplacement de la montagne est ici une métaphore qui nous aide à comprendre la puissance de la foi. Dans tous les livres sacrés de l'humanité, on fait référence à des personnes capables de générer des miracles, grâce à leur foi et grâce à la profondeur de leur connaissance spirituelle. La légende rapporte que la mer s'est écartée devant Moïse, en raison de sa foi inébranlable en un Dieu qui n'abandonnerait pas son peuple. Nous avons des preuves irréfutables que la prière peut influencer des malades et améliorer leur état. Il y a des exemples de guérisons fantastiques, des cas de gangrène avancée qui se résorbaient tout d'un coup chez une personne pourtant abandonnée par la médecine académique. Lorsqu'on asperge d'eau bénite des plantes mourantes ou des animaux malades, ils se rétablissent parfois, ils revivent. C'est un fait. Mais aucun chimiste au monde, ni physicien n'est parvenu à l'expliquer ou le comprendre. Aucun. C'est le 18 janvier. Dans les églises orthodoxes, on prépare la célébration du baptême de Jésus. 2 carafes en verre sont remplies avec de l'eau ordinaire du robinet. Au petit matin, l'une des deux est déposée à l'intérieur de l'église, près du récipient d'eau bénite qui connaîtra le sacrement de la bénédiction. Chaque année, croyants et non-croyants se précipitent dans les églises pour prendre un peu de cette eau bénite. On lui attribue des vertus extraordinaires. Et afin de confirmer ou de réfuter cela, les 2 récipients ont été transportés dès la fin du service religieux en vue d'une analyse dans un laboratoire. L'eau subit ensuite une congélation choc dans une chambre cryogénique, puis est observée au microscope. Voici les cristaux de l'eau du robinet, une sorte d'éclaboussure floue et chaotique. Alors que la structure de l'eau qui a été exposée dans l'église a la forme symétrique d'une étoile à 6 branches. Il est notoire que l'eau bénite a une structure très puissante et stable. Cette eau peut transmettre ses caractéristiques. Lorsque l'on mélange 10 millilitres d'eau bénite à 60 litres d'eau ordinaire, l'ensemble aura acquis les caractéristiques de l'eau bénite. Peut-être qu'un jour, les scientifiques nous diront ce qu'est la prière. Peut-être qu'ils nous diront un jour ce qui arrive à la nature humaine sous l'influence de la grâce divine.
D'après moi, ce miracle représentait une influence informative de l'homme sur la structure de l'eau. Afin d'y parvenir, Jésus utilisa sa force spirituelle supérieure. De nos jours, il n'est pas impossible d'envisager d'influencer l'eau de manière à la rendre presque ferme à la surface. La radiation peut être mesurée par tout le monde. Mais comment se comporte l'énergie subtile? Et nous sommes très curieux. Comment l'énergie subtile peut être détectée par le matériel? Aujourd'hui, quand on regarde la météo, on est persuadé que ce sont les cyclones et les anticyclones qui déterminent le temps qu'il va faire. Et on croit que ces prévisions météorologiques sont inévitables. En réalité, nous attendons que l'eau fasse son apparition. S'évaporant, se métamorphosant en nuages capricieux et tonnerres imposants, elle se fait l'architecte du ciel. Les dégradés à l'infini des couchers et levées du soleil, les arcs-en-ciel, tout est l'œuvre de l'eau. Ou plus exactement, de la réfraction des rayons lumineux dans l'humidité de l'atmosphère. Les nuages transportant cette humidité sur de grandes distances la libèrent sous forme de pluie. La pluie, la grêle, la neige, le brouillard, les vents et les tempêtes, les bourrasques et les ouragans, tous ces processus complexes dépendent de l'humeur de l'eau. Prévoir son comportement n'est pas une mince affaire. Où bénira-t-elle la terre de ses bonnes grâces? Où déchaînera-t-elle sa colère? Et nous ne pouvons pas faire beaucoup mieux que d'observer les processus depuis l'espace. Que l'idée de subjuguer l'eau est séduisante. Mais quel appât délicieux pour la vanité de l'homme. Bien des peuples ont conservé la pratique de rituels ancestraux, afin d'influencer la météo et les phénomènes atmosphériques. Ces cérémonies passent avec vigilance d'une génération à l'autre, inchangées jusqu'aujourd'hui. Si mes offrandes lui semblent convenables, si j'ai bien choisi le moment et l'endroit, si j'ai récité les mantras correctement et d'un cœur pur, alors le maître de l'eau nous offrira de l'eau. Aujourd'hui, nous considérons ces convictions avec un sourire au mieux, sinon avec mépris, au lieu d'y croire. Mais est-il seulement possible qu'un simple humain, sans l'aide de la haute technologie, puisse modifier un mécanisme naturel, par la seule force de sa pensée? J'étais invitée avec 3 élèves à un mariage, à l'extérieur, devant un musée. Et la plupart des gens, comme moi, n'avaient pas de parapluie. Le ciel était très menaçant et soudain, il s'est mis à pleuvoir. La pluie était là et les quelques parapluies s'ouvrirent. Alors, avec les étudiants, nous nous sommes dit « Méditons pour une amélioration de la météo ». Dans la minute, une éclaircie est apparue dans le ciel et le soleil s'est mis à briller, mais simplement au-dessus de nos têtes. Nulle part ailleurs, seulement au-dessus de nos têtes. En été 1991, il n'avait pas plu en Israël depuis 2 ans. L'eau du seul lac naturel d'eau douce du pays, le lac de Tibériade, avait chuté 15 cm en dessous du niveau critique. C'est alors que 10 000 Israélites se réunirent devant le mur des lamentations pour prier. Au 3e jour de prière, une pluie torrentielle s'abattit sur le pays. Mais peut-on expliquer ce fait comme une simple coïncidence? Le fait de croire au hasard n'a ni un caractère scientifique ni religieux. La science croit au déterminisme, à certaines lois établies. Du point de vue religieux, les conséquences de nos actions sont mises en avant. Le hasard est pour l'homme un moyen de se dérober à ses responsabilités.
Le cri d'un seul oiseau dans les montagnes peut déclencher une avalanche. Comme le battement d'ailes du papillon peut aboutir en tempête à l'autre bout du monde, l'homme peut lui aussi activer par la seule force de sa pensée des processus globaux. Et ce n'est pas une exagération. Aucun savant qui connaît la théorie du chaos ne peut en douter. En effet, il suffit d'attendre le moment où le système est dans un état d'instabilité. En phase d'instabilité, la seule pensée suffit et peut modifier tout un système et déclencher le changement. Je ne me rends pas toujours compte lorsque mes propres erreurs me reviennent sous une autre forme. Alors que, par définition, la cause et l'effet forment une unité. Quoi que je fasse de travers, cela me rattrapera. Non pas en tant que punition, mais comme conséquence de mon acte. Avec toute l'abondance d'eau qu'il y a sur la planète, moins d'1% est de l'eau douce disponible. Durant toute l'histoire de l'humanité, ces réserves sont pratiquement restées les mêmes, alors que la population de la Terre a considérablement augmenté. Jamais le nombre d'humains n'a été aussi élevé qu'aujourd'hui, avec 7 milliards. Mais même maintenant, l'eau douce serait suffisante pour toute la population humaine, même si elle n'avait pas été mise en danger par les agressions destructrices de la civilisation humaine. Dans le Coran, il est écrit « Lorsque toute l'eau ne sera plus, qu'elle se sera retirée au fond de la terre. Qui vous donnera alors de l'eau, qui jaillira librement du sol et sera facile d'accès. Plus d'1 milliard d'habitants sur Terre n'a pas accès à l'eau potable propre. Plus de 5 millions de personnes en meurent chaque année. La moitié d'entre eux sont des enfants. Soit un taux de mortalité 10 fois supérieur aux morts causées par les guerres. Si ce problème reste sans réponse, l'eau pourrait se trouver au centre des conflits internationaux du XXIe siècle. Aujourd'hui, les tensions montent déjà partout dans le monde, entre États et individus autour du libre accès à l'eau propre. On parle beaucoup de la crise pétrolière. Mais de mon point de vue, il est beaucoup plus important de nous soucier de l'eau, afin d'éviter une crise de l'eau. D'après les données fournies par l'ONU, tous les ans nous rejetons environ 10 millions de tonnes de pétrole dans les océans du monde. 90 000 conteneurs de déchets radioactifs se trouvent le long de la côte atlantique des États-Unis, avec un fort potentiel de radiation. Les pays bénéficiant d'un accès à la mer y rejettent leurs déchets industriels et radioactifs. Au contact de l'eau, certains de ces déchets polluants se dissolvent et changent non seulement la qualité de l'eau, mais aussi sa mémoire. L'océan a l'étonnante capacité de pouvoir effacer ses mémoires grâce à son taux de sel. Mais il en résulte un effet de dilution non négligeable de l'eau salée par des impuretés qu'il est urgent de mieux étudier. Parce qu'avec des taux de dilution énormes, les effets sur la mémoire de l'eau peuvent s'amplifier beaucoup par rapport à de plus fortes concentrations en sel. Il convient donc de rester vigilant. C'est une période très difficile de l'existence sur notre planète. Nous avons labouré et cultivé toutes les terres possibles. Et nous avons perdu 33% de la couverture végétale dans le monde par la déforestation, ainsi que la moitié du plancton océanique. Tous ces problèmes se répercutent aussi sur l'eau. Durant les dernières années, la température des courants d'eau froide sous le Gulf Stream a chuté d'1 degré. Au cours des 9 dernières années, la vitesse de la fonte des glaciers du Groenland a été multipliée par 3. Pendant les 30 dernières années, la force destructrice des ouragans a doublé. Le nombre de catastrophes naturelles augmente constamment.
En 10 ans, de 1973 à 1982, 1500 catastrophes naturelles ont été recensées sur la planète. De 1983 à 1992, il y en a eu 3500. Et de 1993 à 2002, 6000. Lors du tsunami en Asie du Sud-Est en décembre 2004, 226 000 personnes sont mortes ou portées disparues. Sans compter plus de 500 000 sans-abri. Les inondations en Europe en octobre 2005 ont laissé 200 000 personnes sans abri. Lors de la tempête Katarina en 2005, 1300 personnes sont mortes à la Nouvelle-Orléans et 200 000 morts à Haïti. Durant ces 30 dernières années, presque 4 millions de personnes sont mortes au cours de catastrophes naturelles. Plus de 4,5 milliards de personnes en ont été des victimes directes. Demandez aux passants, dans la rue, si l'activité humaine a quelque chose à voir dans l'augmentation du nombre de catastrophes et de leur force destructrice. Je pense qu'ils vous répondront oui. C'est bien une conséquence de l'activité humaine. Je suis convaincue que tout ce qui arrive en ce moment dans le monde, que ce soit les tsunamis, les étranges phénomènes naturels, le terrorisme et la peur qui nous envahit, tout cela est dû à la manière de vivre malsaine de chacun de nous, loin du bon sens. Certainement un effet corollaire de la mauvaise santé de l'eau, de la contamination de l'eau. Le phénomène de la mémoire structurée permet à l'eau d'enregistrer tout ce qui se passe autour d'elle, mais de relier tous les systèmes vivants entre eux. Chacun d'entre nous est alors le maillon d'une chaîne infinie de transmission de l'information. En outre, chacun d'entre nous est receveur de ces transmissions d'informations, mais également une source d'information. Chacun de nos mots, de nos actions, de nos pensées et de nos émotions se détache de nous pour rejoindre cet environnement énergético-informatif. Ainsi, une pollution d'informations empoisonne l'eau, s'accumulant couche après couche dans sa mémoire. Et si ce processus continuait immuablement, l'eau risquerait un jour de devenir folle. Heureusement, elle a la faculté de se purifier. Cela se produit au cours des phases de transition, lorsqu'elle se vaporise, puis se condense et retombe sous forme de pluie, ou encore quand elle gèle avant de fondre. À ces moments-là, l'eau se débarrasse du poids d'informations inutiles et retrouve ses aptitudes propres, c'est-à-dire son programme en faveur de la vie. Einstein avait bien écrit « Je voudrais connaître l'intention avant la création de l'univers. Tout le reste n'est que détail. Mais je voudrais vraiment savoir comment il a créé ce monde. » Tout commence dans l'eau. Dans un sens, on peut dire que absolument tout trouve son origine dans l'eau et que tout y trouvera sa fin. Dans toute civilisation, pour se présenter devant les dieux, l'homme doit être propre. Dans toutes les religions du monde, l'eau est considérée comme un intermédiaire entre l'homme et son créateur. C'est pourquoi il existe des rituels de purification dans toutes les religions. Lorsque l'on se penche sur les références à l'eau dans les Saintes Écritures, on découvre que l'eau est souvent liée à l'idée de purification. L'exemple le plus éloquent
est celui du récit du baptême des Israélites dans la rivière du Jourdain, au temps du prophète Saint Jean-Baptiste. Le baptême dans la rivière était un symbole de repentance, d'un retournement intérieur, dont l'immersion dans la rivière en est l'accomplissement. Dans l'Église chrétienne, le baptême a valeur de sacrement. Mais alors pourquoi est-ce un sacrement? Parce que cela reste finalement caché à nos yeux. Un mystère assez difficile à décrypter vu de l'extérieur. Qu'arrive-t-il à la personne au moment du baptême? Tout ce que l'on sait, c'est que l'énergie divine, donc la grâce en termes religieux, se transmet à l'homme. L'histoire de l'humanité a connu de très nombreuses guerres de religion. Mais notre expérience nous a démontré que l'eau réagit à l'invocation de mots à contenu religieux, en formant des cristaux harmonieux et beaux. Cela pourrait signifier que la conception de notre nature est en accord avec toutes les religions du monde. Prière chrétienne. Prière bouddhique. Prière musulmane. Le docteur Emoto affirme que les crimes les plus lourds sont principalement commis à proximité des endroits où les gens profèrent le plus d'insanité. Imbécile. Je te déteste. On a inscrit sur ces flacons remplis d'eau des mots ou des noms de personnes connues. Amour. Espoir. Âme. Mère Teresa. Hitler. Les nombreuses expériences menées par le docteur Masaru Emoto afin de découvrir le mot capable de purifier au mieux l'eau ont finalement montré qu'il ne s'agit pas d'un mot, mais de deux, amour et merci. Le système de l'univers a été créé par l'absolu, par la source qui a produit tout ce qui existe et toutes les manifestations matérielles. Chacun d'entre nous conserve en lui une partie de l'eau de l'océan originel. Chacun de nos mots est comme une goutte d'eau et porte la pensée en offrant une source d'information. Et quand nous retournerons à l'absolu, ce devrait être avec amour et gratitude.